C'est 3G ou 4G ici? 4G? 4G? 5G? Là, il y a 3G. Ah, il n'arrive pas à passer. On peut faire un partage de connexion? Je veux bien. C'est un Tunisien, un 5G. Il n'y a pas de wifi. Est-ce que quelqu'un peut faire un partage de connexion en 5G? Quelqu'un a du 5G dans son téléphone? Essayez de réagir vite avant Mashiach. Vous l'avez? Alors on va essayer de faire un partage là. Alors vous faites partage de connexion et moi je le capte. Après il faut mettre le wifi je crois. C'est qui? C'est Moon? Super. Magnifique. Ça marchait là? Parce qu'il n'y a pas les deux petits cercles. Ah ouais, c'est bon. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Moadim Bessimcha. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour vous tous et vous toutes qui avez sacrifié une soirée télé, Kol HaKavod. Donc vous savez que c'est Hoshana Rabbah ce soir. C'est la fin du jugement qui a démarré à Rosh Hashanah et qui a été prolongé à Kippour et qui est finalisé ce soir. Donc c'est très très important tout ce qui va se passer dans notre cœur ce soir, comme à vous, comme à moi. Et donc bien sûr, on va dédier le cours l'Eino Nishmatam de tous les personnes assassinées le 7 octobre et aussi pour tous les soldats qui malheureusement nous ont quittés pour assurer notre protection et aussi la Nechama, la consolation à tous les endeuillés et la réfoua physique et psychique de tous les blessés. Bon, on dit encore la libération des otages parce qu'on voudrait qu'ils soient là. Et les Ilou Nishmatam de ma femme, Nathalie Kamra Vatsaada, que sans elle, j'aurais rien pu faire. Et aussi, on va dédier pour les Ilou Nishmat Denise Bat Isa Assouline. La Refoua Shelema de Martine Maïssa Bat Marie Myriam. Et si vous voulez, à la fin du cours, on rajoutera d'autres noms. Alors, encore une fois, le plus important maintenant, ce n'est pas les informations que je vais essayer de vous transmettre, c'est surtout le niveau de ressenti que vous allez développer dans votre cœur pour se rapprocher de Hachem, parce que c'est ça l'intérêt. Ce n'est pas de la culture. Pour la culture, il y a déjà le ministère de l'Agriculture, donc on n'a pas besoin de nous. Alors, c'est un passouk, en vérité, qui est ramené dans la première halakha du Shulchan Aruch. C'est marqué « Shiviti Hachem lenegdi tamid ». Je ferai résider Hachem devant moi, face à moi, perpétuellement. Cette notion-là, c'est une notion très très riche, qui est une base de la Emouna, oui, que de faire perpétuellement régner. Ici, on ne parle pas que tu es au courant, si on te pose la question, Dieu existe. Ouais, on ne parle pas que toi, tu as cette sensibilité, on parle que tu fais l'effort de faire régner Hachem devant toi. D'accord? Shiviti, c'est moi qui fais régner Hachem. Ça veut dire que, encore une fois, c'est pas que si on me pose la question, je peux répondre. C'est pas que de temps en temps, ça me traverse l'esprit. Non, c'est que je fais l'effort perpétuel de maintenir la conscience d'Hachem devant moi perpétuellement. Exactement le même principe que la soukha. Quand c'est marqué les ma'aniadou dorotechem qui besukot o shafti, afin qu'ils sachent les générations que j'ai fait asseoir les béné Israël dans des soukot. Il ne s'agit pas simplement de transmettre l'information que chaque génération elle doit savoir qu'à l'époque il y a eu des soukot ou les anané kavod. C'est aussi et surtout le fait que quand je suis moi dans la soukha, je suis conscient que je suis dans une soukha.
D'accord? Comme à la synagogue, qu'est-ce qu'on dit? On dit Dalifnemi ataomed. Sache devant qui tu te tiens. Ouais. Et encore une fois, la da'at, ça peut être la connaissance et ça peut être la conscience. Et ici, on parle de la conscience. Comme quelqu'un, il sait qu'il est marié. Tu sais que tu es marié, tu sais que tu es marié. Bien sûr, je suis marié. Mais tu es fou, je suis marié. Mera, vous étiez témoin au Tournel en 88. Ouais. Je dis, mais là, je te vois en train de draguer la cliente. T'es conscient que t'es marié? Maintenant, tu sais que tu es marié. Si on te pose la question, tu dis, mais bien sûr, mais enfin, chas shalom. Mais là, au moment où tu es en train de faire la bêtise, tu n'es pas conscient que tu es marié. Vous me suivez ou non? Bah, c'est ça le problème. Le problème, c'est est-ce que la réalité qui est devant moi, c'est un décor qui passe, ou non, la réalité qui est devant moi, c'est une occasion de rencontrer Hachem. Parce que c'est quoi la Emouna? Je l'ai dit 1 million de fois dans les conférences, mais je vais continuer à le répéter. Je m'excuse pour les gens qui me prennent pour un chat. Chat répété. Non, mais c'est l'idée de dire que c'est quoi la Emouna? La Emouna, Anima Amin, Anima Amin. Il y en a même qui le chantent, ouais. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas... C'est mieux avec le micro, là? Ah, il y a un écho quand même, hein. Faudrait régler peut-être. Mais bien, cher frère. Ça me rappelle un Gilgoul de curé. Alors, là, c'est mieux au fond, là-bas? C'est bizarre quand même. Bon, donc, de quoi je parlais? Oui. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas de manger cachère, de faire Shabbat, d'étudier la Torah tous les jours. Ça, c'est évident puisque tu es juif et tu vois bien que ton père a coupé court à la discussion quand tu avais 8 jours. Puisqu'il te l'a mis là. D'accord? Non, la Emouna, écoutez bien, c'est une définition. C'est d'accepter que la réalité qui est en face de toi est adaptée à toi. Même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit Dieu ne joue pas au dé. Ça veut dire que la vie, c'est une série de diapos, et ces diapos, ils sont déjà préétablis, inscrits à l'intérieur de ta neshama. Ils se réalisent dans la Kabbalah sous la forme d'une étincelle qui sort de ta neshama, et elle apparaît devant toi. Et elle est adaptée à toi. Ça va? Maintenant, nuance très très importante. Le fait que la réalité soit adaptée à toi n'implique pas pour autant que toi, tu es adapté à cette réalité. Vous êtes là ou non? Non. J'ai besoin de sentir que vous comprenez de quoi je parle. Il y a des gens qui bougent la tête pour me faire plaisir, un peu comme le chien en plastique à l'arrière de la R12, pour ceux qui ont connu. Ouais. À Montélimar. Mais l'idée, c'est ça. C'est que c'est pas parce que dans l'absolu, Akadosh Baruch Hu, il m'envoie une réalité qui est adaptée à moi, ouais, que moi, je suis adapté. C'est-à-dire que moi, je dois faire l'effort de m'adapter à une réalité qui est adaptée. C'est-à-dire que c'est ma femme. C'est ma femme. Pourtant, je dois faire tous les efforts de Shalom Bayit. Ouais. C'est ma parnassa. Elle est fixée à Rosh Hashanah. Mais je dois aller travailler quand même. Hein. Ouais. C'est ma santé. Mais je dois aller quand même chez le docteur. Je lui dis, bon, pourquoi? C'est adapté à moi. Oui, c'est adapté en face. C'est-à-dire qu'Hachem, il va m'envoyer exactement la réalité. Et pour les gens qui ne sont pas croyants, on dit en physique quantique qu'une masse d'atomes qui est organisée de manière harmonieuse, elle ne peut se trouver à un certain endroit que si elle est en harmonie avec l'ensemble des atomes qui l'accueillent. Bon, je traduis en français pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Ça veut dire que, en fait, on est là où on doit être. Par exemple, là, vous êtes là. Moi, je suis là. Vous me voyez là? Oui, non? Voilà. Moi, je vous vois aussi. Donc maintenant, moi, je suis dans une réalité qui est face à moi, que ce soir, au Shana Rabbah, à Tel Aviv, je dois faire un cours. Vous êtes dans une réalité que je vais faire le cours. Maintenant, peut-être vous êtes venu pour le rabbin d'après, peut-être vous dites j'aime pas son style, pas très marrant ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être vous allez faire teshuva, peut-être vous allez vous endormir, peut-être vous dites bon, la marchandise n'est pas terrible ce soir. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu, ouais. Mais l'idée, c'est que chaque seconde, chaque zman, parce que zman, ils disent les chachamim, c'est mezouman. C'est-à-dire chaque temps, il est préparé pour quelque chose. Kol zman ou mezouman ladava. Ça veut dire que chaque seconde, chaque circonstance, je peux faire quelque chose avec. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a préparé? Entre guillemets, des diapos. Les diapos, c'est les situations.
Comme quand on passe le code à l'époque, ouais, on met un diapo. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez à un rond-point. Donc, le sens giratoire, qu'est-ce que vous faites? Attention, il y a une voiture qui vient de la gauche. Donc, la vie, c'est ça. Ah, je vais rencontrer quelqu'un qui est énervant et moi, je suis nerveux. Je m'énerve ou je m'énerve pas? Question. Ouais. D'accord. Là, j'ai l'occasion de mentir, soi-disant pour le shalom. Je le fais ou je le fais pas? Bah, toute la vie, c'est une série de diapos. Maintenant, Hachem, il a préparé tous les diapos. Ouais. Et la question, elle va être, qu'est-ce que je vais faire avec les diapos? Maintenant, le fait déjà d'accepter que cette réalité est adaptée, ouais, c'est la Emouna. Et si vous allez dire, bon, franchement, c'est évident, c'était pas la peine de venir de France, enfin des territoires, pour dire une chose aussi évidente. Non, parce que nous, dans le 93, on appelle ça les territoires occupés. Bon. Ils ne sont pas prêts d'être libérés, ceux-là. Bon. Mais comme dit Jean-Luc, ne mélangeons pas tout. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que il faut travailler pour accepter que ma réalité, c'est ma réalité. Parce qu'il y a des gens, la moitié de leur vie, écoutez bien, la moitié de leur vie, eh ben, c'est pas des parents comme ça que j'aurais voulu. Moi, la vérité, je rêvais de la Floride, je sais pas ce que je fous à Montmorency. Moi, je me rêvais astronaute, je suis pizzaiolo. Tu vois, déjà, ils acceptent pas la réalité. Ça s'appelle un déni de réalité. Maintenant, il faut savoir que la réalité, c'est la réalité. L'important, c'est ce que tu vas faire avec. Mais quand déjà tu refuses la réalité, tu peux même pas commencer à travailler. Moi, je vois des gens, ils sont mariés. Ça peut arriver, c'est une maladie cyclique, d'accord? Ils viennent me voir, Rabban Chetrit, regardez, ma femme. Je dis, attends. Écoute, c'est ta femme. Bon, elle t'a fait 6 enfants. Ça fait 22 ans que vous êtes mariés. Peut-être qu'on peut passer à autre chose que de dire, j'aurais pas dû, on a fait ça trop vite, c'est une erreur de jeunesse, j'ai pas réfléchi. C'est bon. Ouais. Non, le gars, il continue à s'accrocher. Que le bonheur, il est ailleurs. Alors que tout le monde sait que le bonheur est dans le pré. Et en plus que sa femme s'appelle Marguerite. Et que la première fois qu'il l'a vu, il a dit oh la vache. Donc, on voit bien que les choses rentrent dans les définitions. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que c'est ma femme. Tu dis non, j'arrive pas. C'est trop difficile. Déjà, ma mère ne l'aime pas. Mais c'est un bon signe. Bon. Mais, bon, le gars, il me dit, mais Rav, imaginez que c'est la vôtre. Je dis d'abord, tu dis Chazvé Shalom. Parce que j'ai rien fait, moi. Je suis maudit pour avoir une femme comme ça. Il me dit, mais vous venez de me dire qu'elle est magnifique. Elle est magnifique pour toi. Parce que chaque poubelle a son couvercle. Ou chaque marmite. Je sais, mais lui, quand il la voit tous les matins, il dit, pour moi, tu resteras toujours la poubelle. Alors, elle n'a jamais su s'il disait la plus belle ou la poubelle. C'est très vicieux. Bon, c'est du mot marocain, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, donc l'idée, c'est quoi? C'est que, déjà, et croyez-moi que c'est pas simple. Je vais accepter ma réalité. Mon corps, c'est mon corps. Arrête de faire tous ces régimes et toutes ces liposuctions. Si vraiment tu veux régler ton problème de poids, t'as qu'à faire une ablation du cerveau. Tu vas perdre 100 grammes et tu verras, tu n'auras plus de problème de poids. Ouais. Non, les gens, ils refusent leur corps. Ils refusent leur famille. Ils refusent. On a fait 10 ans d'orthophonie pour enlever son accent marocain. Ça ne sert à rien. T'es condamné. Ouais. C'est ça. Ouais. Et t'as un problème de thyroïde. Bon, c'est-à-dire que ta copine, elle mange 9 pizzas, elle maigrit. Toi, tu prends un verre d'eau, tu grossis. Tu dis, mais le monde est mal fait. C'est ton corps. C'est tes enfants. Mais tu dis, d'où il sort ce mal? Un grand botaniste, le professeur Wallo, vous l'avez connu ou non? Il a dit, les pommiers font des pommes, les poiriers font des poires, et les khmariers, ils font des khmar. Et si tu vas me dire, ouais, ça veut rien dire au niveau logique, au niveau... Mais même les goïms, ils vont te dire. Le mec, il est prof de maths, sa femme, elle est agrégée de physique. Ils ont un enfant qui a un QI spécial. L'autre, il est junkie, et dépressif, et sa femme, elle est alcoolique. Crois-moi que les gosses, ils ont un autre niveau. Donc, tout le monde comprend que dans la génétique, les choses se transmettent. Maintenant, quelle différence avec la génétique physique, la génétique psychologique, la génétique spirituelle, ce qu'on appelle srutavot? Ça s'hérite. C'est-à-dire que les efforts qu'on fournit, nos enfants vont en hériter. Mais les efforts qu'on n'a pas fournis, nos enfants vont en hériter. Maintenant, ce n'est pas que l'enfant, c'est aussi les actions, c'est aussi mon avenir. Mon avenir ne peut pas être autre chose que le fruit de mon présent, qui lui-même est le fruit de mon passé. C'est Rashi. Et les Toldot Noach, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Noach, c'est pourquoi on a dit, voici les descendants de Noach,
Il dit parce que Ikar, Toldotem, Shel Tzadikim, Ma'asim Tovim. En vérité, ce qu'un homme produit dans sa vie, il croit qu'il a fait des enfants, il croit qu'il a fait des maisons. Non, il a produit des actes. Et les actes, c'est comme tes enfants. Maintenant, tu veux des beaux enfants, tu veux des beaux actes, tu veux un beau couple, tu veux un bel avenir, tu veux un équilibre mental, tu veux ce que tu veux, tu l'auras. Tu dis non, 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 moi je fais des efforts énormes pour maintenir la dépression. Et ça marche. L'autre qui est psychorigide, voir le granit réincarné, ça marche. L'autre il fait des efforts énormes pour rester ignorant. Il l'est. Ça veut dire que ça s'appelle Bederer chez Rotzelelech Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Et ça, c'est le rapport que j'entretiens à Odon Kolo, cousin de Marco Polo, avec la réalité qui est devant moi. Donc numéro 1, attention, j'accepte la réalité, et ça c'est la Emouna. Numéro 2, je m'adapte à la réalité. Je change avec mon conjoint, je change avec mon enfant, je change avec la maladie, je change avec la parnassa, je change avec le milieu ambiant, je change avec la ville où j'habite. On passe notre vie à s'adapter à une réalité qui est adaptée à nous. Maintenant, comment on appelle la dynamique qui nous permet de nous adapter? Ça s'appelle l'effort en français. On vous dit il faut faire des efforts. Ouais. Or, en fait, l'effort, il faudrait écrire sois fort. On dit effort, mais c'est sois fort. Vous parlez français, non? Bon. Donc, l'effort, ça s'écrit ES, un peu plus loin, F-O-R-T. Comme ça que ça s'écrit, non? Effort. Parce que soit tu es fort, soit tu l'es pas. Maintenant, fort en hébreu, c'est gibor. Et gibor, c'est la même racine que le mot gever. Et gever, c'est adulte. Et adulte, c'est mature. Ça va? Donc, on mesure la taille de quelqu'un, la taille psychologique, par rapport à son niveau de maturité. Et la maturité, c'est quoi? Eh bien, c'est la manière de réagir à une réalité qui est devant toi. Donc, soit tu réagis avec maturité, soit tu réagis avec immaturité. Maintenant, évidemment, que tu vas m'expliquer pourquoi. C'est à cause d'elle, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mes parents, c'est à cause du Rav, c'est à cause de la Torah, c'est parce que mon père m'a pas allaité. Ah, moi, j'entends des trucs. En fait, les gens veulent pas faire d'efforts. Une fois, il y a un monsieur qui est venu, sa femme, elle lui a menti, elle lui a dit que j'étais psychologue. Donc, il est arrivé, il a vu que j'étais rabbin, il s'est braqué. Bon, c'est un gars anti-religieux, limite antisémite, ouais. Il m'a vu comme ça, il s'est braqué, trac, il a fait une gueule, trac. À l'époque, j'ai dit à ma femme, chérie, arrête de chercher le balai, je l'ai trouvé, d'accord? Mais, bon, ne cherchez pas les images, hein, parce que ça peut être déroutant ou extrêmement gênant. Bon, mais la vie, elle va t'obliger à faire des efforts. Parce que effort, c'est d'être fort. C'est que les Chachamim ont résumé toute la psychologie en une phrase. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. J'ai gagné un temps fou. Parce que s'il faut apprendre qu'il faut dormir avec sa sœur pour aimer sa mère, franchement, je laisse ce genre de plaisir à Freud. Ouais, qui était affreux lui-même. Ouais. Non, l'idée, c'est simple. Regardez la phrase des Chachamim. Ezeu Gibor, Akovesh et Titrou. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise le Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est pas Belzébuth et Lucifer. Non, ça, c'est une version sur laquelle nous avons fait une croix. Mais qui a été retenu par des gens de chez nous qui ont mal tourné pour une histoire qui ne vaut pas un clou d'ailleurs. Ouais, bon. Mais, restez calme. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que les Chachamim ont résumé Ezeu Gibor, Akovesh et Titrou. Donc, ils ont fait un lien entre le fait d'être Gibor et le fait de maîtriser le Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? En résumé de résumé, parce qu'on a un temps très très court, c'est celui qui va te proposer d'exister à ta place. C'est que quand tu peux remplacer la décision par une réaction, c'est du Yetzer Hara. Quand tu peux remplacer une affirmation par une impulsion, c'est du Yetzer Hara. Quand tu vas dire c'est plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, cela m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire, c'est Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es absent, il est présent. Il y a une place là. Vous voyez cette logique ou non? C'est qu'en vérité, la présence du mauvais penchant, c'est l'absence de l'homme. Moi, j'ai beaucoup de non-juifs psychologues, psychanalystes qui étudient, qui travaillent avec mes livres, avec mes cours. Ils ne sont pas gênés du tout. Les fois, j'ai dit, ah, encore Yetzer Hara. Et le gars,
la lumière. Il y en a même qui m'a proposé de créer une mosquée. Mais, tellement il y a du succès chez les musulmans. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut accepter qu'à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi qui n'est pas moi. Même Freud, qui n'était pas religieux, il appelle ça la zone d'ombre. Genre, il y a une pièce éclairée, c'est la conscience. Et puis, de là, il y a des trucs qui sortent. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, on ne les maîtrise pas. Il appelle ça la zone d'ombre, parce qu'il avait honte de dire Yetzera vu qu'il ne mangeait pas cachère. Ouais. Mais encore une fois, c'est une proposition à l'intérieur. C'est une tentation. Moi, j'appelle ça l'invitation à la non-existence. Le charme du laisser-aller. Donc, au lieu d'être en décision, tu vas être en laisser-aller. Moi, j'étais très jeune, j'avais 15 ans. Bon, je n'étais pas très, très religieux, Massorati. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit Hachem, je ne veux plus être en réaction. Je veux être en décision. C'est que je ne veux pas réagir. Toi, genre, tu vas agir et moi, je vais réagir. Ça veut dire que toi, par ton action, tu es le maître de ma réaction. Non, moi, ce que je veux, c'est que la décision, elle part de chez moi. L'impulsion existentielle, je ne connais pas TikTok. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour enlever le son, les trucs? Ah oui, c'est les cousins qui veulent absolument qu'on fasse la prière avec eux. Quelqu'un connaît TikTok? Venez, venez, venez. Ou sinon, essayez d'enlever les commentaires. C'est peut-être ça, là? Ah. C'est le microphone? Ouais. Non, le microphone, c'est moi, je ne peux pas l'enlever. Vous diffusez sur TikTok, hein? Ouais, en live. L'intifada sur Internet, c'est un phénomène. C'est bon, là? Je sais pas. D'accord. Ça diffuse encore dessus. Ouais. Alors, restez concentrés en un seul mot, s'il vous plaît. Donc, cette logique-là, où on me propose d'être un adulte et le Yetzirah me propose de faire l'enfant. C'est ça toute la vie. La vie, c'est est-ce que je vais être en maturité, je vais être en décision, je vais être le propriétaire de mes réactions ou je vais être toute ma vie en cas de force majeure. Tu m'énerves, je m'énerve. Tu me vexes, je le prends mal. Tu me fais une proposition, je craque. Tu me fais un compliment, j'existe. Tu me fais une critique, j'ai envie de mourir. Et ouais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais exister en fonction de l'autre? Ça s'appelle atteindre l'autonomie existentielle. Il faut avoir ce projet. Sinon, tu vas être un agent des PTT. Les PTT, pauvres types traditionnalistes. C'est des gens qui font des avérotes par tradition. Depuis des générations, ils continuent. On leur dit, mais c'est assourd. Ils disent, non, on a l'habitude à Oran de manger les crustacés. Bon, eux aussi, ils ont crustacés. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'à un moment, je vais prendre ma vie en main. Et c'est ça la teshuva. Et c'est ça la maturité. Et c'est ça l'adulte. Et je vais accepter, encore une fois, de mettre Hachem en face de moi et de jouer le jeu. C'est ça la vie. Quand vous habitez en Israël, c'est un pays qui est dur. Si vous l'assumez, ça se passe très bien. Si vous continuez à vivre français en Israël, ça ne marchera pas. Après, vous dites, oui, c'est dur, les mentalités, les trucs, les obligations, la politique, la gauche, la droite. Arrêtez! Il faut être l'énexi, il faut être face à Dieu. Ouais. Comme t'es marié. Ouais. D'où viennent les problèmes dans le mariage? Parce que les gens, ils oublient qu'ils sont mariés. Ta femme, elle est devant toi toute la journée. Ton mari, il est devant toi toute la journée. Tes enfants, ils sont toujours... Ça s'appelle la conscience maritale. Tes enfants, ils sont devant toi toute la journée. Oh, ça va, c'est bon. Oh. Non. Si tu es un vrai parent, c'est-à-dire que tu n'es pas parent une fois par an, ils sont mariés depuis 15 ans, le téléphone, il sonne à 1h du matin, tu vois que c'est le numéro de ton fils, ton ventre, il se serre. Parce que tu as peur que Chazvé Shalom, lo alenu simsilenu, il a un problème de Shalom Bayit. Toi, tu pourrais dire, écoute, il est marié, ouais.
Qu'est-ce qu'on a dit à la choupa? Débarrassek. Débrouille-toi. Tu l'as choisi, tu l'as voulu, la folle. Eh ben vas-y, assume-la. Ouais. Même la caca, ça se mange à la cuillère. D'accord? C'est ton choix. Non. Pourquoi? Parce que tu es un parent. Tu peux rien faire, on est parents. C'est pareil, c'est ta femme, c'est ton mari. Tu peux rien faire. C'est ta vie. Tu peux rien faire, c'est ton Dieu. Oui, toi, une fois, il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui me téléphone, il me dit, monsieur le rabbin, un ami non-juif, Jean Delacroix, m'a conseillé de vous appeler. Il vous a vu sur Internet. Je dis, bon, vous êtes juif? Il me dit, oui. Il m'a dit, je sais quoi votre question? Il me dit, bah, écoutez, je suis troisième génération de juifs polonais assimilés, avec un niveau supérieur, parce qu'il y a 2 boumilés, après assimilés, il y a 2 boumilés. Donc, il n'y a aucun juif dans la famille. Moi-même, j'ai épousé Christine, on a 4 enfants, 2 chiens. On habite à 25 km dans un hameau, à 25 km de Khalal Khalé, à côté de Saint-Étienne. Et je n'ai rien de juif chez moi. Je n'ai pas de mezouza, je ne mange pas cachère. On fait, pour Kippour, on fait un repas. Enfin, vraiment. J'ai dit, alors, c'est quoi votre question? Il m'a dit, ben, ce matin, sur la porte du garage, j'ai trouvé une croix gammée. Je lui ai dit, mais vous me posez la question à moi? Il m'a dit, oui, mon copain Jean-Luc Delacroix, il m'a dit, va demander à un rabbin, puisque tu es un peu juif quand même, ouais, bon. Il s'appelait Cohen, ils avaient changé de nom pendant la guerre, pas très malin d'ailleurs. Bon, mais alors, il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, mais attendez, moi, avant de répondre, c'est pas sur ma porte de garage à moi qu'il y a eu cette croix gammée, c'est sur la vôtre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Regardez la réponse. Regardez un juif, 3 générations, 20 couches de cochons faisandés. Et regardez la réponse. Il m'a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Elle n'est pas Mziana. Ou Mziano pour nos cousins ashkénazes. Ouais, c'est incroyable. C'est que le mec, il pense, il y a une croix gammée, le bon Dieu, il me parle. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais éteindre l'étincelle juive. On ne peut pas. Tu es contre la Torah, c'est pas vrai. Moi, les plus nerveux de la Torah, c'est les plus croyants. Les dangereux, c'est les gens que ça ne dérange pas. Espèce de bouillon de poulet qui s'est coagulé, c'est devenu une gelée de poulet. C'est-à-dire, il bouge que quand tu bouges la table. Mais celui qui est hyper chaud, ou le mec qui est hyper énervé, je sais que celui-là, il a une neshama qui bouge à l'intérieur. Ben, c'est exactement pareil. Ça, c'est une chose qui se développe par le fait que moi, je crée ce lien. C'est-à-dire que le lien avec Akadosh Baruch Hu, il est entièrement intellectuel. Parce que le dernier qu'il a vu, qui lui a serré les bras, qui l'a serré dans ses bras, qui lui a tenu la main, bon, il est interné aujourd'hui. Non, on parle que, il dit le Rambam, il dit Zedvekut Basechel, c'est un lien de contact par la tête. Ça s'appelle en hébreu, en français, la croyance. En hébreu, la émouna. Maintenant, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de réviser, que ce que je vois, je le vois. Ce que je ne vois pas, je le crois. Ça va? Ça, vous arrivez à y croire. Donc moi, j'adore quand les gens me disent, écoutez, je ne suis pas croyant. Je dis, bon, peut-être que vos parents n'ont pas coché cerveau au moment de la conception, mais tout le monde est croyant. Bah oui, parce que quand tu dors le soir, tu crois que tu vas te réveiller le lendemain, ou tu dis non, c'est fini. Tu dis à ta femme, on se revoit dans un autre Gilgoul, peut-être de crapaud, avec tout ce qu'on en a bavé. Non, tu crois que tu vas te réveiller le lendemain. Tu fais un enfant, tu crois qu'il va atteindre sa majorité. Ouais. Tu vois un potentiel, tu crois au potentiel, pourtant il ne se voit pas. Donc c'est quoi la croyance? C'est un rapport d'affirmation que l'on a avec quelque chose qui ne se voit pas. Maintenant, je viens de vous dire, moi, qu'il faut déjà avoir un rapport d'affirmation avec ce qui se voit. Ouais, et c'est ça la Emouna, parce que c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma réalité, c'est ma ville, c'est mon corps, c'est ma parnassa. Donc ça, j'ai déjà un rapport d'affirmation. Mais même avec ce qui ne se voit pas, tu dis, mais comment je vais avoir? Je peux pas, je suis sceptique. Eh bien, prends des antiseptiques. Un enfant, tu crois pas dans l'enfant. Ton produit, tu n'y crois pas. Tu n'arrives pas à le vendre. Le client, il n'est pas rassuré. Parce que même toi, tu n'y crois pas. Ouais.
Tu dois croire en ton fils. Le prof, il dit, ouais, vous comprenez, votre fils, il est un peu attardé, il est un peu... Non, 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 c'est mon fils. On va lui faire des cours, on va lui faire du soutien, on va lui faire de la programmation génétique, on va lui faire de la psychologie. Il va aller en fac, il va réussir, il va être rabbin. Ouais, il va finir le chasse. Mais enfin, je vous dis qu'il est un peu lent. Il est un peu lent. Et alors, pourquoi Einstein, il n'a pas parlé avant l'âge de 8 ans? Alors quoi? Parce que vous êtes condamné à y croire. Maintenant, le fait de croire, encore une fois, c'est le lien que j'entretiens. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Maintenant, de la même manière que moi, je suis conscient que vous êtes là, et vous êtes conscient. D'accord? Maintenant, je suis conscient que je suis marié. Je suis conscient que j'ai des enfants. Maintenant, quand je suis conscient, donc j'ai un lien très très fort avec ma réalité, ça s'appelle la conscience, je dois aussi avoir un lien avec l'invisible. Donc, encore une fois, je dois avoir conscience de l'avenir. Cela, sauf que là, au lieu de ça s'appelle conscience, ça s'appelle confiance. J'ai confiance dans mon enfant. J'ai confiance dans mon mari. Vous savez, quand une personne, elle fait la grosse bêtise de faire un adultère, et elle vient chez moi en pleurs, à mettre chétri, je regrette, je vais mourir. Elle me dit, j'ai fait une très, très, très grosse bêtise. Moi, je compte les traits. Je fais, t'as trompé ta femme avec sa meilleure amie, et ta femme est au courant. Les trois, la Trinité. D'accord? Il me dit, mais Rav, vous êtes un prophète. Je fais, non, c'est évident. Ton niveau d'immaturité, il me donne la gravité de l'erreur que tu as fait. Alors je lui dis, tu as deux problèmes. Premier problème, tu as fait une avéra très grave. Deuxième problème, tu as perdu la confiance de ta femme. Tu vas faire tes chouvas, tu vas pleurer ta race, ta mère, tu vas dormir dehors, tu vas faire une thérapie, tu vas changer, tu vas te faire enlever un morceau du cerveau, tu vas prendre des médicaments pour calmer ta robinetterie équatoriale. Mais comment tu vas récupérer la confiance? Les yeux fermés. Elle était atteinte d'une maladie grave qui s'appelle la NIA. Vous la connaissez celle-là ou non? La NIA. Et maintenant, elle a peur. Elle vérifie ton téléphone. Pourquoi tu as mis un code? Pourquoi? Qu'est-ce que tu t'enfermes pour envoyer des textos? Pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai appelé? Où tu étais cette nuit-là? Tu as plus perdu que la Vera. Tu as perdu la confiance. Maintenant, quelle différence que toi, tu as perdu la confiance dans ton mari? Toi, tu as perdu la confiance dans Dieu. Il y a des gens, ils ont un papa qui est malade, ils prient, et le papa, il meurt. Et elle dit, j'ai plus confiance en Dieu. Non, en vérité, c'est juste un prétexte. Ouais, parce que de toute façon, il devait mourir. Vous savez que chacun, la date de la mort est fixée à la conception. Vous êtes au courant ou non? C'est-à-dire, chacun, il a sa date. Même un président égyptien, il a sa date. Bon, ça va, vous suivez. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de dire, il est mort jeune, il est mort vieux. Tout le monde meurt le jour de sa mort. Les circonstances de la mort, elles dépendent des bêtises qu'on a fait dans la vie. Mais la date de la mort, elle est fixée. Pourquoi? Parce que quand tu rallonges la vie de quelqu'un, ça va empiéter sur la vie d'un autre. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? En malchuta nogeet bechaverta. Encore une fois, je sais que c'est dur, parce que les gens disent, oui, mais c'est ma grand-mère, je l'aime. Tu sais, ma femme, elle est partie jeune. En 1 mois et 20 jours. Ouais. Je ne me suis pas énervé. On s'est battu, on a fait des protocoles, on a fait plus prière, on a fait des milliers de choses. Et elle est partie. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ouais, pourquoi? C'est pas normal, c'est pas normal. Et je vais m'énerver. Et là, pourquoi? Lama. Non. Baba Eleazar, il disait toujours, il ne faut pas dire lama. Assourd de dire pourquoi. Parce que ça rend malade. C'est vrai. Regardez Serge, il en est tombé malade. Serge Lama. C'est pas grave non plus. Je vois qu'il y a un niveau de réactivité qui est proche du coma quand même. Ça doit être la moyenne d'âge ou la ménopause, je ne sais pas. Alors, donc, l'idée c'est ça. C'est de dire que c'est pas simplement, encore une fois, que je sois conscient. C'est que ma conscience, elle est dynamique. C'est-à-dire je maintiens cet état de conscience que Dieu est devant moi. Et cet état de conscience que je pense à mes enfants et à mon couple et à moi-même. C'est-à-dire que la conscience que j'ai, puisqu'on a dit que la conscience, c'est un arc électrique établi entre moi et la réalité, et que dans la réalité, il y a des parties que je vois et des parties que je ne vois pas, donc je dois maintenir le même niveau d'affirmation avec ce que je ne vois pas.
Maintenant, la conscience que j'ai de ce que je ne vois pas, qu'on appelle la Emouna, ouais, attention, ça fait exister ce que je ne vois pas. On me suit ou non? Je vois le magasin, personne ne l'a acheté. Il a des planches, mais moi je vois, il est rue du Faubourg Saint-Honoré. Je dis, tu sais quoi, je vais aller voir le truc, je vais au cadastre, et je repère le truc, et je trouve le notaire. On me dit, oui, mais c'est une vieille histoire, la veuve du colonel, il y avait 83 trucs, et ça, personne n'en veut. Et il va, le mec, il va voir la veuve, et il parle avec la petite fille. Il a réussi à avoir la boutique. Pourquoi? Elle était pour lui, mais il s'est battu quand même. Ou l'autre, non. L'autre, il la voit, la beauté, elle est là, grande, mince. Le Miss Israël qui a fait Teshuvah. Et lui, il est petit, il est gros, il est chauve. J'ai aucune chance. C'est impossible. Elle ne me voit même pas. Je suis invisible. Eh bien, il y va. Il y va, il lui parle. Et vous habitez chez vos parents. Il la fait rigoler. Elle se marre. Elle s'ouvre. Il s'occupe d'elle. Elle s'occupe de lui. Eh bien, ils sont mariés. Tous ses copains, les mannequins de Tel Aviv, ils ont entendu parler. Ils ont dit, celle-là, tu rigoles. Elle est pour Beckham. Ouais. Eh bien, c'était sa cam à lui. Pourquoi? Parce qu'il a osé. Il a été. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience, c'est le lien avec la réalité, mais cette conscience, elle doit être dynamique et je dois aller. Il faut éduquer les enfants à se battre. Moi, mes enfants me disaient, papa, je veux rentrer dans telle école. Et oui, mais j'ai dit, oui, mais ton dossier, il est pourri. Je dis, bah, tu prends rendez-vous avec le directeur, tu écris une lettre de motivation et tu vas te battre. Il se bat et il a réussi. Pourquoi? Parce que moi, mon but, c'est pas qu'il ait le bac. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Du sable? Non. Le but, c'est qu'il se bat. Maintenant, il veut rentrer en cette yeshiva, il s'est battu. Il veut ce chidour, il s'est battu. Il veut cet appartement, il s'est battu. Toute la vie, on se bat. Parce que c'est nos combats qui nous rendent forts. Parce que le combat, c'est une opportunité de faire des efforts. Et l'effort rend fort. Maintenant, la génération d'aujourd'hui, les gens, ils font tout pour éviter les efforts. De toute façon, les parents, ils vont payer. Ça sert à rien. Les études, ça sert à rien. Je vais récupérer la boîte de mon père. Pourquoi je vais faire 10 ans d'études? Ça sert à rien. Je peux voler au téléphone, je peux tricher. Je peux prétexter que j'ai un problème respiratoire pour faire du CO2. De toute façon, je vais faire 6 mois de prison. Je vais prendre 3 millions d'euros. Pourquoi je vais faire des études de médecine? À quoi ça sert? Ouais. Mais ça, c'est la génération de la flemme. C'est pareil, tu travailles tes midotes. Non, ça sert à rien. Travaille ta colère. Non, je suis comme je suis. Elle doit m'accepter. Je ne changerai pas. Mon père, il n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue. Non, en fait, elle a pris des médicaments. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Ça veut dire que les gens, ils cherchent des systèmes pour éviter les efforts. Mais tu n'as pas compris, l'effort, c'est pas qu'on est là pour souffrir et que chacun, il va porter sa Magen David. Non! C'est que c'est l'effort qui rend fort. Donc, il faut chercher des opportunités de faire des efforts. Vous êtes déjà rentré dans une salle de torture? Jamais? Il n'y en a pas à Tel Aviv des salles de torture? Pas une salle de torture, c'est une salle de musculation. Tu vois des mecs allongés en train de crier « Ah! Ah! Ah !» Tu sens qu'ils souffrent. Tu lui dis « Allez, à vous, ça va s'arrêter. Reconnais ce que tu as fait, on va arrêter de te torturer. » Le mec, il est venu de son plein gré. Il est malade. Il a des pectoraux, ça comme, c'est un modèle, ouais. Mais Rabotaï, pour faire ces pectoraux-là, vous savez, ça fait combien de temps qu'il lève la fonte? Tu sais ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de faire, écoutez bien, du développé couché, 198 kilos. C'est que toi, la barre, tu n'arrives même pas à la faire rouler. Tu attends, elle dérange, tu veux que je la pousse? Mais elle ne roule pas. C'est 198 kilos. Lui, il la soulève, allongée avec ses bras. Ouais. Tu sais ce qu'il a fait comme effort pour faire ça? Maintenant, quelle différence entre la musculation physique qui va développer les pectoraux, la musculation psychologique qui va développer la patience, la musculation intellectuelle qui va développer la concentration, la capacité d'analyse? Il n'y a pas de différence. C'est que de la musculation. La musculation existentielle. Tu existes, tu existes, tu existes, tu existes. Ou non.
Tu dis non, mon père il assume, ma mère elle assume, mon frère, de toute façon c'est toi, c'est à cause de toi, ça ne marchera jamais, c'est pas de ma faute, j'ai pas envie et ça me saoule et j'ai pas les nerfs. Mais tu vas rester nul. Moi je vous dis, il y a des gens, écoutez bien, c'est un peu violent, vous êtes bien là, vous êtes fatigué. Il y a des gens qui vont mourir et ils sont pas nés. On l'appelle les poissons. Parce qu'ils ne sont pas nés. C'est que le mec qui a 40 ans, il fait une crise de la quarantaine, il fait un burn-out, il fait un truc, il va chez le psy, prend les médicaments, l'exomil, babadada, et au bout de 6 mois de thérapie, il dit en fin de compte, j'ai jamais été moi-même. J'ai tout fait pour faire plaisir à ma mère, j'ai été docteur parce que mon père m'a dit c'est bien, je l'ai épousée parce qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte, en fait c'était de l'aérophagie. J'habite ici parce que c'est pas loin de mon travail. Je me mets en costard parce que je suis ingénieur, je peux pas venir en short. En fin de compte, t'as rien choisi de ta vie. Mais je dis que la définition de la vie, c'est d'ex, isté, ex, extérieur, isté, être. Maintenant, quand tu n'existes pas, donc tu vas inister. C'est un mot qui n'est pas dans la langue française. On dirait que la France ne veut pas parler de son problème majeur. Ni dans la rousse, ni dans la blonde. Il n'y a pas de... Ouais. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est la tentation de la non-existence. C'est pour ça que la croyance, elle t'oblige à exister. Tu vas t'arranger avec l'épreuve. Tu vas t'adapter à la maladie. Tu vas te débrouiller avec cet enfant. Tu vas être en communion avec ce conjoint. Tu dis, mais je ne peux pas, on est trop différents, c'est trop difficile, vous ne la connaissez pas, vous ne le connaissez pas, c'est trop difficile, c'est trop dur. J'en ai rien à treuf. Vous savez comment ça s'appelle un problème auquel on ne cherche pas de solution? Il y a des gens, ils ont des questions. Moi, j'ai des gens, ils me disent, vous savez, Ramed Chetrich, ça fait 20 ans que j'ai une question, je l'ai posée à des centaines de rabbins, personne ne me répond. Je dis, mais vous avez étudié la Torah pour trouver la réponse? Il m'a dit non. Et à chaque fois qu'on vous donne une réponse, vous dites, oh, ça ne tient pas la route, ça ne veut rien dire. Il m'a dit, oui, effectivement. Vous savez comment on appelle une question à laquelle on ne cherche pas de réponse? Un prétexte. Vous avez compris ou là? Et le prétexte, il vient toujours en absence de texte, puisqu'il est le prétexte. C'est pour ça que le Yetzirah, il ne te laisse pas étudier la Torah. Comme ça, tu peux continuer à prétexter. Moi, je vous dis, ne le prenez pas mal. Je vous aime tous, je vous respecte. Ça fait plus de la moitié de ma vie que j'enseigne. J'ai enseigné dans tous les milieux. J'ai enseigné à Jussieu en maths sup, maths p, à Polytechnique, j'ai enseigné à Polytechnique de Lausanne, j'ai enseigné à des scientifiques, à des juifs, à des goïs, à des médecins, à des religieux, à des kolelman, à des rabbanim. J'ai enseigné dans tous les systèmes, tous les milieux, tous les niveaux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai jamais entendu une bonne question. Le mec, genre, il m'a déstabilisé. Waouh. Jamais. Pourquoi? Parce que les 3/4 des gens, quand ils posent une question, c'est pour se débarrasser du stress que tu leur as créé par l'enseignement. Donc automatiquement, c'est une réaction défensive de leur Yetzirah qui a peur de la chose la plus grave qui peut leur arriver dans la vie, qui s'appelle la remise en cause. Mais celui qui est honnête, il entend l'enseignement, même s'il a 1 million de kilomètres, même si son père et sa mère, ils ne sont pas juifs, ouais, mais qu'il entend la vérité, il accepte. Parce qu'il se remet en cause, il change, il évolue. Il grandit, il s'adapte, il est vivant. Ou l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le mort. J'ai pas envie de réfléchir, ça me saoule, j'ai pas les nerfs, tu sais que je suis hypersensible. Ce genre de sujet, je préfère qu'on les aborde pas, lesquels tous. Puis là je me sens agressé, là, ça me fait remonter des angoisses et puis je crois que j'ai subi une agression quand j'étais enfant. Ça s'est passé? Non, mais je pense que ça pourrait être une bonne raison d'expliquer pourquoi j'évolue pas. Mais non, c'est un PAC, un piège à... Parce que même si tu l'as subi, tu dois te battre pour t'en sortir. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu l'entretiens.
Mais quand tu l'entretiens, tu travailles pour qui? Écoutez bien cette phrase de Ben Chetrit. Tu peux réfléchir à la culpabilité du bourreau, mais il faudra que tu réfléchisses à la complicité de la victime. Parce qu'une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Mais un truc qui dure 10 ans, c'est une complicité. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui, mais j'étais jeune. Oui, tu étais jeune, tu avais 8 ans. Mais là, tu en as 28. Tu as fait 16 ans de thérapie. Oui, mais... Là, Rav, ça va trop loin. Là. C'est pour ça que les gens, quand ils viennent, j'ai un problème, je dis, dites-moi. Il dit, je ne peux pas le dire, c'est trop fort. Écrivez-le. Il me dit, c'est trop long. J'offre la première ramette. Les mecs, ils ont raconté la Shoah. Toi, t'as raté le permis. Ça va aller. Ouais, mais j'ai eu une grosse déception amoureuse quand j'avais 14 ans. Depuis ce jour-là, j'ai compris que tous les hommes étaient des monstres. Je pense que tu es dans ce qu'on appelle un syndrome de FDG. Vous voyez ce syndrome? C'est le syndrome de foutage de gueule. Alors si c'est moi qui le dis, c'est une agression. Mais si c'est toi qui le comprends, ça s'appelle une autocritique constructive. Donc la logique, c'est ça. Shiviti, je fais résider. Ça veut dire que je me maintiens perpétuellement en niveau de conscience supérieure. Hachem, Yudke Vavke, l'Enegdi face à moi. Ça veut dire que la vie, c'est un miroir. La vie, c'est des occasions. La vie, c'est des opportunités. La vie, c'est des wagons dans lesquels je peux sauter. La vie, c'est des mains tendues. La vie, c'est des perches tendues. C'est ça, la vie. Ou alors, non. Non, la vie, c'est un écran. Et moi, je suis spectateur. Et je regarde le film et je dis, waouh. Ou je regarde le film des autres. Oh, il a une belle vie. Hein. Oh, il a une femme extraordinaire. Oh, lui, ses enfants, ils sont intelligents. Oh là là, mais le mien, il est pourri. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je... Ah, sur quoi je suis tombé? Ah. Il faut être acteur, il ne faut pas être spectateur. Il faut être agissant. Qu'est-ce qu'ils nous ont reproché, tous les peuples du monde, aujourd'hui? C'est qu'on a agi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bombardé l'Iran. Qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? La menace, la truc, l'équilibre mondial, le pétrole, il n'y a pas. Ouais. Et c'est ça l'idée. Ça a démarré avec la guerre Iran-Irak, qui est la guerre du commerce. Parce que où Iran, la marchandise, ou Irak, la marchandise. Iran-Irak. C'est pas grave. Ouais. Mais dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Moi, il vient chez moi. Ramin Chetri, la fille, elle me dit, écoutez, Rav, ça fait 4 mois qu'on est ensemble. Il n'arrive pas à se décider. Je lui dis, écoute-moi bien. JG, ça veut dire jeune jbeb. T'es religieux, elle est religieuse. Ouais. Si vous n'êtes pas religieux, c'est pas grave. Bon, 2, 3 avortements avant le mariage, c'est pas grave. Vous avez besoin de vous connaître, de vous ressentir. Bon. Mais si vous êtes religieux, 3 mois, 4 mois, allez hop, on y va. Parce que de toute façon, le vrai travail, c'est après la choupa. Qu'est-ce que tu crois? Avant, mariage mental. Ouais. Et divorce expérimental. Non, il faut y aller. Il me dit, oui, mais Rav, j'ai besoin de réfléchir. Je dis, écoute-moi bien. Je te donne 15 jours. Il me dit, j'ai besoin de 15 jours. Je dis, sur les 15 jours, t'enlèves 8 heures de sommeil par jour, 8 heures de travail, 3 heures de prière, 2 heures aux toilettes, 3 heures à la télé. Il reste combien? 2 minutes. Les 2 minutes, je les cumule en 15 jours. Ça fait 30 minutes. Dans 30 minutes, tu me donnes la réponse. Il me dit, Rav, c'est trop court. Vous me stressez. Je dis, mais je peux te tuer aussi. Bah oui. Parce que Améhariti Menam Haïm, donc si je tue un ignorant, il manquera à personne. Je dis, mais vous êtes violent. Je fais rien, moi je parle, mais toi tu vis. C'est ça. Un contribuable, un concerné, un convaincu, vous trouverez le facteur commun. Mais c'est ça. C'est quoi un CON? Les gens croient un CON. Mais c'est très simple. Le CON, c'est le contraire de l'intelligent. L'intelligent en philosophie, c'est celui qui est capable de s'adapter. Je vous dis que l'aïmouna, c'est d'accepter la réalité que j'ai en face de moi et de s'impliquer dans la réalité. Donc l'intelligent, on dit en français vivre en bonne intelligence. L'intelligent, il est impliqué dans sa réalité. Et le contraire de l'intelligent, le CON, il est inadapté. C'est pour ça que lui-même, après le divorce, il dit, mais qu'est-ce que j'étais CON? Après que les enfants sont partis, mais je me suis vraiment conduit comme un CON. Mais là, il y avait l'opportunité, tu mets 10 000 euros, tu bloques l'affaire. Un appartement, un immeuble en façade à Saint-Mandé à 950 000 euros, tu mets pas 10 000. Ouais, mais on sait jamais si je tombe sur une embrouille. Mais Yabrel, va continuer avec ton livret A.
Vous savez pourquoi ça s'appelle livret A? Parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois ce que tu as gagné, tu dis ah. Je te propose 900% de bénéfices et toi tu dis c'est risqué. Mais bien sûr que c'est risqué, Yabrel, puisque c'est les placements à risque qui rapportent. Tu l'as épousé celle-là, mais c'était risqué. Mais tu as vu l'amour que tu as eu dans ta vie? Tu dis non, j'ai pas pris de risque, j'ai pris une valeur sûre. Bien sûr, la valeur sûre. La seule valeur sûre, c'est le cercueil, c'est la tombe. Bah oui, parce que quand tu quittes la tombe, tu reviens, elle est encore là. Hein. Je vais te dire mieux encore. Même quand tu n'es pas là, elle ne bouge pas. Maintenant, moi, je ne parle pas des gens qui sont morts, les pauvres, ils sont morts, les hammam, ils sont morts. Moi, je parle des gens qui sont morts de leur vivant. Mais viens, on change. Viens, on part en voyage. Viens, on réfléchit. Viens, on fait une thérapie. Viens, on évolue. C'est quand même pas normal que sur 6 filles, on a 7 anorexiques. Ça n'a rien à voir. C'est un concours de circonstances. Mais enlève le cours, enlève les circonstances. Il va bien rester quelque chose. Toute la vie, c'est des invitations à être. Alors, allez au rendez-vous de la vie. Maintenant, des fois, c'est le bon Dieu qui te convoque. Des fois, c'est ton fils qui te convoque. Des fois, c'est ton mari qui te convoque. Une femme, elle vient me dire, oui, mais vous comprenez, il me réveille à 6h30 du matin, il me réveille à 3h du matin, il me dit, il faut qu'on parle. Mais moi, je travaille le lendemain. Je lui dis, mais excusez-moi, madame, il fait ça tout le temps? Non, c'est la première fois. Ça fait 17 ans que votre mari vous dit, de sa propre initiative, j'ai envie de parler, et vous, vous dites, je travaille demain. Bon, elle était très belle. Hein. Je pense qu'elle devait jouer les 2 rôles dans le film. La Belle et la Bête. Khmara Yafa. Je dis, mais madame, c'est comme si votre fils, il vous dit, maman, j'ai besoin de te parler parce que j'ai subi une mauvaise influence en ce moment à l'école. Tu lui dis, j'ai pas le temps, je dois refaire les ongles. Il faut entendre les signaux d'alarme de la vie. Ouais, mais ça n'est possible que quand tu es dans ce niveau d'hyper-conscience. C'est ça, Shiviti. Oui, ça veut dire encore une fois que tu dois être à 100% dans ta vie. Là, tu fais à manger à 100%. Toi, tu dis, oui, mais j'aime pas cuisiner. J'aime pas cuisiner, ça me saoule de cuisiner. Et puis moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas une mère marocaine qui passe la journée à faire de la cuisine. Moi, je suis une ingénieure. Moi, j'ai de la culture. Moi, j'ai de la recherche. Bizarrement, sa bouffe, elle connaît une seule recette. Une recette polonaise qui s'appelle le goulash. Parce que toute sa bouffe, elle est dégoulash. Parce qu'elle ne veut pas cuisiner. C'est dégueulasse. Oui. L'autre, il travaille avec la main gauche. Ah bah, chaque fois, il rate, il oublie un détail, il fait une rayure sur la voiture. Parce qu'il ne veut pas. Tout ce que tu fais à contre-cœur, ça ne marche pas. Parce que ce qui véhicule le projet existentiel, c'est la volonté. Donc, quand tu mets la mauvaise volonté, ça ne marche pas. Les gens, ils se marient. Mais au lieu de coexister, ils cohabitent. Après, il dit, ouais, je comprends pas, arabe, les sentiments ne sont plus là, la passion nous a quittés, les braises se sont refroidis. Et moi, je leur donne toujours la même phrase. Je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Vous comprenez ce que je dis ou non? Moi, j'ai eu la chance, j'ai été marié 40 ans. Je peux vous dire que j'ai dragué ma femme pendant 40 ans. Jour et nuit. C'est vrai, un jour, au début du mariage, j'ai raconté déjà ça, mais c'est intéressant. Elle m'a dit, ma femme, Zichrola Ibracha, elle m'a dit, Ria, au début du mariage, elle m'a dit, t'es pas très cadeau. Genre cadeau d'anniversaire, cadeau de la première rencontre, cadeau du chidour, cadeau de trucs, cadeau de... Moi, j'étais cadeau de naissance. Cadeau de naissance, un beau bébé, un beau cadeau. Le reste, laisse-moi tranquille. Alors, elle m'a dit, pourquoi t'es pas très cadeau? Je dis, tu veux la vérité ou un truc qui te fait plaisir? Elle me dit, je veux la vérité. Je dis, c'est moi le cadeau. Elle m'a dit, pour la modestie, bon, il faudra peut-être revoir les réglages. Je dis, oui. Je dis, oui, mais Emmett, moi, le jour de la choupa, quand j'ai dit à mes coups d'échetli, je me suis engagé à être gentil, sympathique, disponible, ouvert d'esprit, de prendre sur moi, de donner le crédit, de te faire un espace existentiel, de te respecter à tous les niveaux, à tous les âges, de te donner ce que tu veux, de t'apporter ce que tu veux, de te payer ce que tu veux. Je t'offrirai tout, je serai entièrement pour toi. C'est moi le cadeau. Maintenant, je rappelle que les 3/4 des gens, ils sont mchun, ils font la gueule, ils sont laxatifs, c'est-à-dire qu'ils génèrent le transit de manière violente, mais ils t'offrent le cadeau.
T'as compris ou non? Je dis non, moi. Moi, c'est pas je vais te faire un mois de vacances extraordinaires avec 52 semaines pourries. Je vais te faire 52 semaines de bonheur. C'est un engagement. Hein. Ça a l'air beau comme ça. Oh là là, love story. Non, détendez-vous. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est que tu mets la barre très haute. Comme toi, tu dis, je veux bien prier. Je veux bien prier. C'est une barre. Ou tu dis, non, la prière, c'est pas évident. Moi, je pense à autre chose. À la tête, je tourne les pages pour pas que le livre y pourrisse. C'est dommage. La mida, tu vas la faire. Ouais, et tu l'as fait mal. Bon, tu mets les tefilines. Bon, tu dis, bon, je les mets ici, je les mets là-bas, je les mets ici, je les mets ici, je les mets ici. Non, c'est pas pour prendre l'attention. Maintenant, tu mets les tefilines. Maintenant, tu fais le Berkat Amazon, tu fais le Berkat Amazon. Fais-le. Ah non, c'est quoi le Berkat Amazon? C'est tu encourages les enfants à aider leur mère à débarrasser. C'est ça, non? Il n'y a pas un qui va se lever. Non, alors excusez-moi, ne le prenez pas mal. Tu fais le Berkat, tu fais le Berkat. Tu parles, tu parles. Tu es avec quelqu'un. Moi, dès que je rentrais à la maison, j'éteignais le téléphone. Pourtant, j'avais des cas graves. Hein. Je dis maintenant, je suis avec la famille. Le mec, il me dira, je n'arrivais pas à vous joindre. Je dis, je t'ai dit avant 5 heures. De 5 heures à 8 heures, c'est mes enfants et c'est ma femme. C'est comme ça, c'est déjà pas mal. Je t'ai donné tout le reste. Il me dit, oui, mais j'étais très mal. J'ai dit, alors? Il me dit, ah, il m'a dit, c'est vous et votre conscience. Moi, je suis détendu, mais t'as même pas idée. Je lui dis, mais JH2, jeune Khomar au carré. Pourquoi tu étais pressé de m'avoir? Parce que tu as une épée de Damoclès qui s'appelle le divorce. Ce divorce, il vient de quoi? De tes 17 ans d'immaturité et de négligence. Et tu veux me faire porter à moi la culpabilité de 3 heures de retard parce que j'ai pas voulu répondre à 5 heures? Mais tu me prends vraiment pour un con. C'est un choix que tu as fait. Tu as voulu être débile, c'est un choix. Tu assumes les conséquences. Bon, vous savez à quoi je pensais quand j'avais 14 ans? Je pensais, est-ce qu'en existant trop, je ne vais pas empêcher ma femme d'exister? Un malade. Les mecs, ils étaient au baby-foot et moi, j'étais en train de réfléchir à ça. Ça veut dire qu'on ne se prépare pas la veille du mariage au mariage. Tu te prépares au mariage 6-7 ans avant. Avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi. Tu vas déjà éduquer l'enfant qui est en toi. Parce que si tu te conduis comme un gamin devant un gosse de 14 ans, tu n'as pas compris que vous avez le même âge. Tu dis, mais c'est dur ce que vous dites. Mais encore une fois, je le dis. Toi, tu le vis. Si Dieu veut, ça va évoluer. Mais il faut rentrer dans cette dynamique-là. Ça s'appelle Shiviti Hashem Lenegdi. Tamid. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de blanc-seing, il n'y a pas de manière d'éviter, il n'y a pas. C'est ma réalité, c'est ma femme. Ouais. Une fois, un gars, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, ma femme, bon, elle a des problèmes gynéco. Donc, pendant 6 mois, le médecin nous a demandé de nous abstenir. Est-ce que, d'après la halakha, j'ai le droit d'aller voir ailleurs? La vérité, je me demandais quel orifice il avait utilisé pour faire le bruit qu'il avait fait. J'arrivais pas à... Je lui dis, mais si ta femme, si c'est toi qui avais des problèmes de robinetterie, est-ce que tu penses que ta femme serait venue me poser la question? Il m'a dit, Hazve Shalom. Intéressant, non? Parce que l'égalité. Fraternité, oui. Vous avez compris ou non? Toute la vie, c'est pareil. C'est que les gens, ils ont des questions débiles. Il m'a dit, ma mère, elle est Alzheimer, elle ne me reconnaît pas. Je m'appelle Makhlouf, quand je rentre, elle m'appelle Félix. Il m'a dit, est-ce que j'ai une misva d'aller la visiter? Dans les lois de Kiboud Avahem, le respect des parents. Je lui dis, mais JG, jeune Jbeb, quand t'es né, toi, tu faisais pipi sur toi, tu faisais caca sur toi, tu connaissais personne. En fait, tu étais Alzheimer. Donc tes parents, ils auraient dû dire, oh, celui-là, on l'a raté, on va trouver un sac poubelle à la taille, on va se débarrasser du corps avant d'aller à la mairie. On dira qu'on l'a perdu dans le bus. Non, ils t'ont gardé, ils t'ont supporté, t'as grandi, et toi, et ta hnouna, et ta diarrhée, et tes redoublements, et tes nerfs, et 2 ans avec Christine, et le bac, il a fallu te traîner, tes 6 ans de médecine que t'as fait en 12 ans parce que t'as redoublé chaque année, la roupa, ils t'ont obligé à te marier. Ils ont tous supporté, alors qu'ils auraient pu se préserver hâtivement de ta naissance en utilisant un préservatif.
Alors je lui dis, t'es sûr que toi, t'es exempté de mitzvah de Kibbout Avayim parce que ta mère, elle ne se rappelle pas de toi? Et peut-être c'est la seule fois de ta vie que tu vas faire une mitzvah. Parce que là, tu n'as aucun intérêt, puisqu'elle ne peut pas te dire merci. Alors le mec, il a dit, j'avais pas cette vision. Oui, à cause de la télévision. C'est pour ça qu'on a la Torah, pour ça qu'on a les Chachamim, pour ça qu'on a la puissance, pour ça qu'on a la compréhension, pour ça qu'on a l'intelligence. Parce qu'on se casse la tête. Donc faites-moi plaisir. Il n'y a aucune mitzvah d'être brel. Même si tu t'appelles Jacques. Restez concentrés, ne me quittez pas. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que chacun d'entre nous, il est tous les jours face à ces questions-là. Et ces questions-là, en vérité, elles ont démarré avec Rosh Hashanah. Parce que qu'est-ce qu'on a fait toute la journée à Rosh Hashanah? On était face à Dieu. Ça va? À Kippour, on était face à nos fautes. À Sukkot, on était face à Dieu dans la joie. Ouais. Et c'est le dernier soir. Donc la logique, c'est quoi? C'est que chacun y prenne sur lui de dire, à partir d'aujourd'hui, et c'est ça la vraie teshuva, je vais faire acte de maturité. D'accord? Ça veut dire on est des juifs, on est des sales juifs. Un juif, il met les téphilines. Un juif, il mange kasher. Un juif, il fait Shabbat. Ouais. Une femme juive, elle se couvre la tête. Ah, c'est pas évident, je suis pas très religieuse. Le vendredi soir, pour un repas, pour un kidouche, couvrez-vous la tête. Ouais. Tu dis oui, la plage, c'est pour la vitamine D. Eh bien, faites des efforts, allez un peu moins. Pourquoi? Rentrez de la sainteté dans votre vie. C'est pareil, vous avez une occasion de mentir. Retenez-vous. Une occasion de faire du lachon hara sur la belle-sœur, que c'est pratiquement une mitzvah. Et vous gardez votre bouche. Ouais, c'est dur. Mais je vous donne le secret. Puisque la vie, elle a été créée pour faire des efforts. Et que c'est les efforts qui rendent fort. Ben, quand quelqu'un qui est fort, c'est plus un effort d'être fort puisqu'il est fort. Maintenant, vous avez compris que fort, c'est Gever. Gever, c'est mature. Donc, plus vous augmentez en maturité, plus la vie, elle est facile. Donc, pour qui la vie, elle est dure? Pour les gens qui ne font pas d'efforts. C'est pour ça que j'ai très, très peur. Moi, j'ai 64 ans. J'ai peur des rabbins qui vont s'occuper des shalom bayit, des shalala. Des jeunes de maintenant, dans 10 ans. Quand il n'y a pas de respect, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de finesse, il n'y a pas de sacrifice, il y a de la consommation, il y a de la consommation, il y a de la consommation. Quand on va leur dire, tu sais, il faut faire des sacrifices dans la vie, il va dire pourquoi? Qu'elle crève, qu'elle s'étouffe, elle et sa race pourrie. Ça va être dur. Donc nous, Baruch Hashem, on est encore dans le raisonnable. Ouais. Donc je vous conseille, et ça se joue comme ça. Ouais. Comme ça. Qui est en une seconde. Parce que c'est marqué que quand vous prenez sur vous. Voilà, j'ai fait un cours. Bon, il a duré 1h03. Si dans cette heure 03, il s'est passé un truc en vous qui a bougé de 1/2 millimètre. Parce que vous savez pourquoi on fait Rosh Hashanah et qui pour tous les ans? Parce qu'on ne change pas en une fois, on change doucement. Ouais. Donc si à l'intérieur de vous, il y a eu ce qu'on appelle Ir'ur Teshuva, une pensée de Teshuva, vous n'allez pas devenir des Hasidim, n'ayez pas peur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces fous dans la religion? D'accord? Non, doucement, doucement. Vous allez, j'habite à Tel Aviv, on a des rabbanim, il y a des Sfarim. On décompte un Beth Midrash comme ça à Tel Aviv il y a 30 ans, est-ce qu'on aurait imaginé ça? Des Français. Ouais, ils étaient venus ici pour faire la teuf, et maintenant ils sont en train de faire la fête. Ouais. Donc Rabotai, ça veut dire que vous prenez sur vous. D'accord? Vous dites, allez, je vais le faire. Et cette petite étincelle, doucement, doucement, elle va grandir. Mais comme de la même manière que tu fais l'étincelle et qu'il y a une petite flamme, et tu remets du bois dessus. Et vous allez rajouter de la Torah, vous allez préserver vos yeux. Ouais, vous allez, dans votre maison, faire attention. Vous savez, 40 ans de mariage, jamais un reproche. Jamais une critique. Jamais un mot méchant. Que de l'amour, que du positif. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est un diamant. Ouais. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous savez, moi, j'ai aidé des milliers de couples. Mais moi, je n'ai jamais été voir un thérapeute. Pourquoi? Parce que j'ai fait le travail. Le mec qui fait de la gym, il n'a pas besoin d'aller voir le kiné.
C'est parce qu'on fait rien qu'on a besoin du kiné. Comprenez cette logique-là? Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous compreniez ça. Et même si, encore une fois, vous n'allez pas changer en une seconde, mais le fait d'avoir pris sur vous-même, comme les bénis Israël qui n'avaient pas le niveau de recevoir la Torah, il dit le Rabbeinu Yonah, parce qu'ils ont accepté de prendre sur eux le joug de la Torah, parce qu'ils ont dit Naaseh Venishma, Akadosh Baruch Hu leur a donné le niveau de recevoir la Torah. Ouais, et ben c'est exactement pareil. Quand toi tu dis maintenant je vais rendre heureux mon conjoint, maintenant moi je vais assumer mes enfants, maintenant moi je vais venir à la prière tous les matins, maintenant je m'engage à mettre les tefilines, pas tous les jours, pas toute ma vie, ouais, juste une fois par jour le matin. Ouais, et ben vous allez voir que votre vie elle va changer. Pas parce que vous avez mis les tefilines, parce que vous avez fait rentrer Hachem dans votre vie. Chacun à son niveau. Nos grands-mères, elles ne savaient pas lire. Elles ne savaient pas lire. Ouais. Ma mère, elle ne sait pas lire. Et moi, j'ai étudié la Gemara Brachot. J'ai appris par cœur le 5e Pérec. J'ai étudié la Kavana. J'ai étudié la concentration dans la prière. Dans le Rambam, dans le Raphaïm, dans tous les commentaires. J'ai écrit 3 ou 4 exposés sur ça. J'ai lu le Nefesh HaChaim sur la concentration. J'ai lu des Sfarim du Harizal sur la concentration. Je ne suis pas arrivé à la concentration de ma mère le matin quand elle met la main sur la mezouza. C'est un grand auteur marocain qui s'appelait Boual Sara, si vous l'avez connu. D'accord? Donc, ne croyez pas que c'est compliqué. C'est très simple. Mais il faut de la sincérité. Donc, il faut arrêter de se foutre de votre gueule, vous-même, ouais, et de prendre sur vous des choses simples, des choses faciles. Ouais, et vous les faites. Et vous verrez, étape par étape, si Dieu veut, vous allez amener la lumière et la Géoula dans votre vie. Hazak ou Baruch.